Whitesoft est un distributeur à valeur ajoutée spécialisé en logiciels. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une thématique particulière, la valeur légale de l'email. Pour ce faire, nous avons interviewé un avocat, spécialiste IT, Maître Régis Lechien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être qu'on a envie d'en connaître un petit peu plus sur Maître Lechien. Oui, bonjour. Effectivement, la profession d'avocat revêt plusieurs visages, hein. Vous avez déjà les avocats qui plaident, les avocats qui conseillent. Et moi, l'informatique, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Dans les années 80, mon premier ordinateur que j'ai toujours, j'ai gardé tous mes ordinateurs depuis mes ordinateurs de l'adolescence, et j'étais passionné par cela. Et ensuite, effectivement, j'ai décidé, par intérêt, on va dire pour le juridique, de faire mes études de droit et d'avoir l'accès à la profession d'avocat. Et en premier lieu, en réalité, pendant plusieurs années, j'ai travaillé comme avocat généraliste, plaidant devant toutes sortes de tribunaux. Et j'ai décidé de passer un diplôme qui est un DESS droit du multimédia du système d'information pour me spécialiser dans ce domaine. Et petit à petit, par des contacts, j'ai fini par monter tranquillement, lentement, ma clientèle et avoir aujourd'hui un cabinet effectivement qui intervient à partir de Brest, puisque je suis brestois, mais sur la France entière et même parfois à l'autre bout du monde par le biais des départements outre-mer. Et c'est vrai qu'en réalité, j'ai tendance à faire plus d'efforts parfois pour me mettre à jour sur les connaissances juridiques dans certains cas que sur les connaissances techniques. Et par plaisir, il m'arrive plus de bidouiller sur un ordinateur des installations de machines virtuelles ou ce genre de choses pour voir comment ça marche, plus que de prendre une documentation juridique. Mais c'est vrai que effectivement, c'est la passion qui permet de se tenir à jour sans effort. Et autant le droit, hein, qui est également une passion pour moi, mais que l'informatique sont deux sujets qu'on n'a pas fini d'explorer, même si on y passe toutes ces journées et toutes ces nuits. Voilà. D'accord. Bon, bah super, donc ça nous a permis d'en apprendre un peu plus sur vous. Et maintenant, on va essayer d'aller un peu plus profondément dans la thématique que nous avons choisie, donc qui est l'aspect légal, la valeur légale de l'email. Et je pense même en tant que particulier, mais aussi nous on va s'intéresser sur le secteur professionnel, on s'est toujours demandé un jour si je suis en litige, que ce soit mon fournisseur, que ce soit avec un client, que ce soit voilà, toute partie externe ou même interne à l'entreprise, est-ce que mon email peut être recevable auprès d'un tribunal en tant que preuve? C'est ça la question finalement. Alors effectivement, pour aborder cette question, il y a deux éléments fondamentaux. C'est que déjà l'email est le moyen de communication aujourd'hui primordial. On fait de moins en moins de courrier papier, y compris lorsqu'on devrait en faire. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de conflit, il m'arrive extrêmement fréquemment de conseiller à des clients qui me demandent conseil, tout simplement de coucher sur le papier déjà par des mises en demeure ou des courriers d'explication effectivement leurs griefs et leurs demandes avant d'envisager de pouvoir réclamer en justice quoi que ce soit. Et effectivement aujourd'hui le moyen de communication le plus fréquent et le plus utilisé loin devant les autres, hein. On voit que la télécopie par exemple est en train de passer de mode et on est d'ailleurs très souvent en fax to mail aujourd'hui sur ces outils. Donc l'email est effectivement le moyen de communication primordial. Donc naturellement, dans tous les flux entre particuliers et surtout entre entreprises, en B2B, on a effectivement énormément d'informations qui transitent par voie de mail. Alors la problématique qui se pose, c'est que le droit, c'est une affaire, en tout cas le contentieux et la gestion des litiges, c'est une affaire de preuve. Comme j'ai l'habitude de dire, une personne qui n'a pas de bonne preuve ne l'emportera pas, même si elle a toute sa bonne foi face à quelqu'un qui n'a pas forcément la même bonne foi, mais n'a aménagé des preuves. Donc l'idée, effectivement, c'est comme c'est une affaire de preuve, on essaie de récupérer effectivement tous les éléments possibles, en particulier écrits, naturellement, puisque au tradage, les paroles s'envolent, les écrits restent, et naturellement, le mail vient gonfler les dossiers aujourd'hui de précontentieux, de contentieux, et il est extrêmement fréquent de retrouver des éléments de preuve dans des dossiers qui figurent dans des mails. Alors on entend effectivement, bien entendu, par mail, dans notre conversation, le mail simple, puisqu'effectivement, il y a une solution, bien entendu, plus sécurisante, qui est le mail assorti d'un certificat de signature électronique qui permet effectivement de mieux les échanges, mais le mail simple, déjà à la base, existe de manière considérable dans les flux, et il faut bien pouvoir l'utiliser. Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser? Bien entendu,
il faut savoir effectivement qu'en matière de preuve, même si c'est relativement encadré par la loi, il y a beaucoup de domaines où la preuve est considérée comme libre, c'est-à-dire que, attention, on ne peut pas tout faire. Il y a effectivement une preuve qui doit bien entendu être légale, une preuve qui doit bien entendu être crédible, mais il faut savoir effectivement que la preuve est libre, notamment en matière de droit social, en matière de droit commercial, en matière de droit pénal, et il n'y a en réalité qu'en matière de droit civil, et encore dans certains domaines, que la preuve est vraiment réglementée et où elle doit obéir à un certain nombre de critères fixés par la loi. Alors quand je dis que la preuve est libre, en fait, c'est tout simplement le juge qui apprécie à la lecture du dossier, si on doit bien entendu aller en contentieux, puisque l'idée est d'éviter le contentieux quand même, en ayant le dossier le plus efficace avant un contentieux. C'est d'ailleurs comme cela que l'on arrive à transiger et se mettre d'accord la plupart du temps. Donc l'idée, effectivement, c'est que c'est le juge qui apprécie si la preuve est recevable ou pas, en fonction des argumentations des parties. On peut se faire contester le mail qu'on a envoyé, qui n'a jamais été reçu. On peut se faire contester la réalité de la preuve que l'on produit, bien entendu, mais au final, c'est le juge qui tranche et qui se fait son intime conviction, qui a un pouvoir souverain d'appréciation par rapport à effectivement la crédibilité de la version de l'un ou de l'autre. Et du coup, le mail, même simple, vient aujourd'hui alimenter énormément les dossiers dans tous les types de contentieux. Il y a plein de jurisprudence sur le sujet et tout a été essayé en matière de preuve, mais aujourd'hui, effectivement, les grands principes, c'est que le mail, l'échange doit bien entendu laisser bien entendre de manière technique ou de manière évidente dans la tournure que l'échange a bien eu lieu. D'ailleurs, un des éléments les plus intéressants, c'est que il est aujourd'hui difficile de remettre en cause un échange de mail où, et c'est ce qu'on fait extrêmement couramment dans les échanges, un échange de mail où le mail initial apparaît en dessous de la réponse. Et on se retrouve d'ailleurs avec un fil de discussion qui très souvent est échangé par les parties de manière réciproque. Et c'est vrai qu'il est extrêmement délicat pour une des parties de soutenir de manière un petit peu malhonnête ou même de mauvaise foi qu'elle n'a pas vu une des étapes, qu'elle n'a pas pris connaissance d'une des étapes de l'échange, alors qu'elle a continué à échanger par la suite. Voilà, donc il y a effectivement plein de bonnes pratiques à respecter et des préoccupations de bon sens à avoir, c'est-à-dire que, bien entendu, les mails doivent être conservés idéalement dans les clients de messagerie, dans des serveurs ou dans les systèmes informatiques, justement avec Mailstore, comme cette solution le permet. Et puis, il y a effectivement le format des pièces jointes aussi, qui doit bien entendu être vérifié. Un échange avec un document Word, il a été jugé effectivement que le document Word est tellement modifiable que là, on est effectivement sur une preuve qui est libre, bien sûr, mais qui sera extrêmement ténue. Et aujourd'hui, effectivement, dans les bonnes pratiques, on recommande toutefois de pouvoir conserver les mails d'une manière opposable, en tout cas la plus crédible sur le plan technique possible, et puis effectivement d'utiliser des formats de transmission, notamment pour les pièces jointes, qui soient plus du PDF en particulier, même si le PDF n'est pas parfait, puisque avec un éditeur du PDF digne de ce nom, on arrive à faire modifier des documents, les falsifier ou autres pour une personne mal intentionnée, mais effectivement, c'est surtout le contradictoire qui va primer. C'est le fait que l'une des parties soit en possession du message et que l'autre partie ait le même message. En général, c'est le cas. Donc l'idée, effectivement, c'est que si vous avez en particulier des solutions d'archivage de messagerie, ça devient d'ailleurs obligatoire, qui se trouve dans toutes les entreprises, on va se retrouver avec forcément des mails qui vont exister des deux bords, et on pourra bien établir que la discussion a bien eu lieu, l'échange a bien eu lieu, et la prise de position a bien été celle qui est dans le dossier. Alors, je vois, justement, ça me permet de rebondir sur ce que vous venez de dire au niveau du stockage justement de ces emails. Déjà, sur un plan européen, on constate dans les pays anglo-saxons, et pour ne citer que l'Allemagne, que la loi est différente par rapport à la France. Eux, ils ont des obligations de conservation. Si ce n'est obligation, ils sont fortement incités à le faire. Et c'est pour savoir, voilà, selon vous, est-ce qu'en France, est-ce que c'est le cas où finalement chaque entreprise est libre d'agir selon son bon vouloir? Effectivement, la problématique aujourd'hui est que la réglementation, même au niveau européen, n'est pas complètement harmonisée sur le sujet, et certaines législations sont bien plus exigeantes en matière de conservation des documents. Bien entendu, en France, nous avons des exigences de conservation de documents en matière commerciale, en matière fiscale, en matière comptable, en matière sociale, mais nous avons pour le reste, pour l'ensemble des échanges,
simplement l'exigence globale de garantir l'intégrité et la réalité de l'échange. On n'est pas sur une liste de bonnes pratiques ou on va dire, d'exigences pour tous les documents, ce qui peut être le cas chez les Allemands et effectivement dans les pays anglo-saxons, et je citerai aussi les États-Unis en particulier, où on a effectivement, au-delà de la loi, ce souci systématique de conserver toutes les traces d'un système d'information, de pouvoir tout stocker pour le ressortir en cas de litige. Voilà. Donc il y a fort à parier que l'harmonisation qui interviendra forcément un jour, aille plutôt dans le sens de l'exigence plus grande et que du coup la France se voit, on va dire, rattraper un petit peu ces exigences-là en mettant en place des exigences de conservation, notamment des mails. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mis à part dans certains domaines particuliers, où des normes, des règlements ou des normes exigent, le secteur santé, le secteur bancaire, que des informations soient conservées, y compris au niveau des mails, le fait d'effacer tous les mails, de ne rien conserver, n'est pas en soi une faute, notamment dans beaucoup d'entreprises commerciales. Voilà. Ça sera juste une problématique en termes de gestion de l'entreprise parce qu'on ne va pas retrouver les traces, mais on est plus dans l'exploitation de l'activité. On n'est pas dans la conservation, effectivement, à des fins d'utilisation ultérieure des messages et des flux en fait, d'informations. Voilà. D'ailleurs, vous avez parlé d'harmonisation européenne et ça me fait penser, là on est à la date d'anniversaire puisque c'est dans 1 an que la GDPR, donc la Global Data Protection Regulation, va rentrer en vigueur pour les États membres de l'Union européenne. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans cette politique d'harmonisation, si même là on est un petit peu en dehors vu que c'est sur la protection des données. On sent bien qu'il y a cette dynamique de vouloir harmoniser en Europe les différentes politiques, notamment pour nous, celui qui régit en France est la CNIL, tout ce qui est afférent aux données, et on se rend compte que maintenant on est vraiment dans cette dynamique, comme vous l'avez dit, d'harmonisation européenne finalement. Oui, en effet, le règlement sur les données personnelles, sujet d'actualité qui m'occupe beaucoup également, c'est une fois de plus, on va dire, une exigence réglementaire qui, sur des points précis, va dans le sens de la conservation de ces flux. Et en particulier, effectivement, l'utilisation d'outils et la préoccupation d'archiver les mails et sur l'un des aspects ou sur quelques aspects de la GDPR, effectivement, nécessaire. En particulier sur le fait de pouvoir retrouver des informations, pour pouvoir les effacer en cas de demande de la personne, bien entendu quand réglementairement c'est possible, pouvoir également conserver une traçabilité des flux, notamment lorsqu'une personne fait valoir ses droits d'accès, de rectification, de suppression, puisque bien entendu comme on est, quand on est une entreprise, dans le cadre de la réglementation informatique et liberté et ce règlement GDPR, on est tenu de déférer aux demandes d'exercice des droits par les personnes concernées, ce fameux droit d'accès, de rectification, de suppression des données. Et il faut justement, puisqu'on y est tenu, prouver qu'on l'a fait. Prouver d'abord qu'on a reçu la demande, prouver qu'on l'a fait. Et du coup, pouvoir être en mesure de produire les emails et produire les réponses fournies. Et aujourd'hui, la problématique, effectivement, c'est qu'en l'absence de conservation d'emails dignes de ce nom, on se retrouve effectivement parfois à rechercher des mails que l'on espère avoir conservés lorsque la demande est faite. Et je rajouterai d'ailleurs qu'aujourd'hui, depuis la loi pour une république numérique, la loi Le Maire d'octobre 2016, tout service ou toute entreprise, en particulier dans le commerce électronique, qui opère par voie numérique, et recueille sur des formulaires numériques les données, est tenu d'accepter les demandes par voie numérique d'exercice de ses droits. Et c'est une problématique importante parce qu'auparavant, on demandait aux entreprises, enfin les entreprises mettaient dans leurs conditions générales d'utilisation ou leur politique de respect des données personnelles qu'en gros, il fallait écrire pour faire valoir les droits avec une copie de la carte d'identité par voie postale. Aujourd'hui, la loi exige que si les données ont été recueillies par voie numérique, l'exercice de ces droits doit être effectué, en tout cas doit être possible par voie numérique par la personne concernée. En effet, donc c'est pour ça que on vous a sollicité aujourd'hui pour cette interview, c'est que nous, on propose chez WhatsApp une solution d'archivage d'email, comme vous avez cité un petit peu plus haut, qui s'appelle Mailstore. Et l'éditeur a mis en place tout un concept technologique. Alors attention, ça c'est validé par un cabinet d'audit externe en Allemagne qui vérifie à ce que Mailstore réponde à ces normes internationales liées à la messagerie, tout ce que vous avez cité, sur le droit à l'oubli, etc.
Et donc par exemple, ce qui fait que dans Meister, par exemple, on a la capacité de pouvoir figer la base de données en cas de litige, on a la capacité de pouvoir donner un accès à un magistrat externe, par exemple, qui aurait besoin de consulter l'ensemble des données, on a la possibilité que l'administrateur ne puisse voir uniquement l'objet du mail et pas le corps du mail, toujours dans ce respect de la vie privée, etc. Donc vous me confirmez que le fait d'avoir une solution d'archivage comme Meister, finalement, en cas de litige, si malheureusement on doit aller au tribunal, va permettre quand même d'apporter aussi cette crédibilité à la preuve qu'on va apporter au travers de l'archive qu'on va mettre en évidence au tribunal. C'est en effet un outil dont la mise en œuvre simplifie beaucoup les choses et les démarches à mettre en œuvre en cas de problème, dans la mesure où effectivement cet outil permet, selon des garanties techniques, bien entendu on n'est pas face à un outil où vous avez un archivage, on va dire, sécurisé réglementairement, un système de coffre-fort avec, comment dire, un huissier de justice qui intervient pour garantir effectivement tout ce respect de la valeur légale, mais je dirais qu'en cas de litige, effectivement, c'est un outil qui va faciliter les constatations et qu'il sera particulièrement délicat de mettre en cause ensuite cette conservation, sauf en allant sur une expertise technique pour montrer que la solution elle-même est défaillante, mais ça j'en doute fort. En tout cas, ça sera extrêmement délicat à prouver pour la partie adverse qui voudrait utiliser cet argument. Donc effectivement, ça rajoute une couche, on va dire, de simplicité, de confort et de crédibilité particulièrement importante à un simple serveur messagerie et exploité avec des clients messagerie dans une entreprise, comme c'est aujourd'hui encore beaucoup le cas. Tout à fait, on le remarque, des fois on a des personnes qui sauvegardent leurs emails, mais sur les postes de travail, c'est-à-dire qu'ils font, s'ils fonctionnent notamment avec Outlook, ils prennent leur PST, le mettent sur leur page de travail, et finalement on a des emails qui sont disséminés à droite à gauche, et le jour où il faut retrouver des données, c'est là qu'on se rend compte que c'est plutôt compliqué. Oui, ces emails qui sont le cas échéant modifiables par la personne qui les stocke, qui sont le cas échéant triables, où on peut en supprimer certains, on peut en garder d'autres, ceux qui arrangent, ceux qui, enlever ceux qui gênent. L'idée, effectivement, c'est cette notion de boîte noire. Et d'ailleurs, c'est le cas en matière de journalisation de traçabilité sur les réseaux aussi, avec des boîtiers de sécurité. L'idée, c'est d'avoir des outils en fait, sur lesquels les utilisateurs, et même pour la sécuriser aussi la DSI, n'ont pas de prise, et où en fait l'enregistrement se fait sans intervention et sans possibilité de manipulation. À partir du moment où on peut établir dans les bonnes pratiques autour du système d'information que l'on met en place de tels outils, on se donne un gage, on va dire, d'impartialité et d'intégrité et de rigueur qui peut considérablement servir en cas de contentieux, effectivement. Et d'ailleurs, ça me fait penser également, l'administrateur finalement qui est le roi de son domaine, qui est le maître de son réseau, dirais-je, même s'il peut modifier certains droits, certains logiciels tracent tout avec des fonctions d'audit, ce qui finalement peut... ce qu'on peut penser même, c'est que ça fournit une certaine crédibilité à l'administrateur quand il dit qu'il a entrepris telle ou telle action, c'est que tout est confiné dans un journal d'audit qui permet d'infirmer ou de confirmer ses dires finalement. Effectivement, la problématique pour beaucoup de DSI, c'est déjà de pouvoir s'affranchir de cette suspicion qui peut peser sur elle. Ça n'est pas toujours le cas, bien entendu, mais sur le fait que les journaux y aient accès, sur le fait que les emails, et y compris dans le serveur messagerie, puissent faire l'objet d'une intervention. Et effectivement, comme dans tout autre domaine où il y a des enregistrements indépendants de l'utilisateur, comme la boîte noire aéronautique, à la limite, ça vient de là, à la base, on est effectivement, et on aura ça dans les voitures aussi dans quelques temps, votre assureur saura ce que vous avez fait avec votre voiture en cas d'accident. Donc l'idée, effectivement, c'est d'avoir le maximum d'outils sur un système d'information qui permet d'établir effectivement la réalité des actions menées et évite de faire peser la suspicion, d'ailleurs plus facilement, quand on y réfléchit bien, sur la DSI elle-même que sur les utilisateurs, puisque les utilisateurs ont souvent des droits utilisateurs limités, mais la DSI, elle, parfois peut intervenir, et même par erreur, sur des erreurs de manipulation, supprimer des messages ou les modifier. Donc c'est vrai que s'affranchir de ce risque-là, c'est un gage de confort aussi et de sécurité pour la DSI par rapport à ses propres
utilisateur et par rapport à sa propre direction. Donc c'est un outil particulièrement intéressant également sur cet aspect. Tout comme les outils de traçabilité quels qu'ils soient en matière de journalisation des flux et les outils de traçabilité qui permettent de journaliser également l'activité sur les applications sensibles, comme par exemple ça doit forcément être le cas sur les applications financières ou sur la gestion de ressources humaines et tout ce qui va être, on revient toujours à cette GDPR et données personnelles. Aujourd'hui, effectivement, ce qu'on appelle la privacy by design, c'est-à-dire le fait de garantir dans les applications qui traitent des données personnelles la possibilité de pouvoir tracer les actions qui sont faites sur ces données personnelles. Voilà. Alors justement, également, Maystore dispose donc d'une solution, donc c'est un logiciel qui peut s'installer en local dans l'infrastructure réseau de l'entreprise, mais il existe également une version qui est destinée aux ce qu'on appelle les service providers, ceux qui vont fournir un service, qui vont héberger dans leur data center. On est un petit peu dans cette mode d'ailleurs de vouloir toujours externaliser ses données, sa messagerie, etc. Et c'est vrai que dans le cas de l'archivage des emails, est-ce que ça a une incidence finalement sur encore dans ce cas de litige, imaginons, sur la recevabilité de cette preuve, de cet email, si le fait que l'archive ne soit plus non plus stocké en local dans mon entreprise, mais chez mon fournisseur de services. Est-ce que ça a une incidence finalement ? Effectivement, ça peut avoir une incidence encore plus bénéfique en termes de rigueur et d'intégrité, puisque autant le stockage en local nécessairement sur des machines qui sont du ressort de l'entreprise elle-même, qui se constituent sa propre preuve, ça peut être utilisé comme un argument pouvant mettre en cause l'intégrité de ces preuves. Autant effectivement le fait de stocker cela en externe chez un prestataire qui lui n'a normalement aucun intérêt à être partie prenante dans le litige, c'est un gage effectivement d'impartialité. Et il est effectivement, ne serait-ce que pour les serveurs messagerie qui existent aujourd'hui sans archivage, il est déjà relativement plus sûr et certain d'établir des preuves de l'échange d'un mail en partant du serveur de messagerie externe. Il est vrai qu'en partant du serveur messagerie interne d'une entreprise qui est exploité sous le contrôle de l'entreprise elle-même. D'accord, donc c'est intéressant, c'est vrai que comme je dis, on est vraiment dans cette dynamique et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question et c'est vrai que sous cet aspect-là, c'est vrai qu'en effet ça garantit en plus j'imagine qu'il y a peut-être des certifications que peuvent fournir des data centers. Je ne sais pas s'il y a des normes qu'ils peuvent respecter pour garantir finalement l'intégrité des données. Est-ce que c'est ce genre de réglementation ? Sans rentrer dans le détail sur le sujet, mais il existe des normes techniques qui permettent effectivement de mettre en place des garanties, on va dire, techniques qui sont parfois exigées réglementairement, mais qui sont la plupart du temps de toute façon des bonnes pratiques exigées sur le plan des relations clients-fournisseurs. Mais il existe des normes en matière d'intégrité, de sécurité des données. Et puis également les contrats qui doivent forcément comporter un certain nombre d'engagements. Des engagements concernant la sécurité de l'information qui est traitée, concernant sa confidentialité, qui sont liés notamment à l'existence de SLA avec un certain nombre de garanties de rétablissement, de récupération de l'information, et puis qui sont liés, on en parlait tout à l'heure toujours, aux données personnelles. Aujourd'hui, l'externalisation d'un traitement de données à caractère personnel doit forcément donner lieu à un support contractuel avec des engagements très forts de la part de l'hébergeur ou de l'éditeur qui fournit une solution hébergée. Donc naturellement, cela renforce la sécurité juridique de la structure. Il y a deux aspects sur la partie concernant l'externalisation d'un outil. C'est que d'une part, c'est souvent confié à un tiers qui est spécialiste et qui du coup sera plus efficace. Une fonction que l'entreprise aura peut-être du mal à gérer elle-même. Et puis d'autre part, effectivement, il ne faut pas se leurrer, mais il y a un déport de responsabilité qui se fait par le biais du contrat, à condition qu'il soit bien complet, bien rédigé et bien conclu, mais qui se fait par le biais du contrat, dans lequel, effectivement, le prestataire va s'engager de manière très forte à présenter des garanties aux clients. Et en l'occurrence, effectivement, pour les systèmes d'archivage, au-delà de la conservation et de l'hébergement, il existe effectivement beaucoup d'exigences qui peuvent figurer dans les engagements de tels éditeurs. Voilà. Si des personnes souhaitent vous contacter pour approfondir sur des questions, sur des réponses qu'ils souhaiteraient et qu'ils n'ont pas eu durant l'interview, et voilà, ils pourront le faire en vous contactant soit par email, soit par téléphone. Il y a beaucoup de choses à savoir et c'est pour ça aussi qu'on est là avec Maître Le Chien pour vous apporter ces éléments de réponse. Et j'espère vous dire à une prochaine fois. À très bientôt. Merci. Au revoir.
Merci d'avoir regardé cette interview. Si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à contacter le service commercial Whatsoft. Nous aurons à cœur de répondre à toutes vos questions. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, YouTube et enfin notre blog.